Le 8 septembre 1999, exactement à 15h37, un bus scolaire s'arrête à l'intersection d'un chemin de campagne et d'un sentier de terre menant à la vieille ferme de la famille B. Émilie, 8 ans, descend du bus et disparaît quelque part entre ce point et sa maison, à seulement 400 mètres de l'arrêt. Elle n'a plus été aperçue par personne. L'équipe d'enquête arrive 2 heures après l'appel des parents. Le rapport de police enregistre 3 indices initiaux. Premièrement, une empreinte nette et fraîche de pneus de tracteur sur l'accotement poussiéreux. Deuxièmement, un petit morceau de ruban adhésif industriel gris, fermement collé à un buisson sec près de la route. Et troisièmement, un unique cheveu foncé avec sa racine intacte, trouvé à 5 mètres de la route, à la lisière des broussailles. Aucun de ces indices ne reçoit d'évaluation détaillée ou d'attention particulière lors de la première inspection. Les habitants de la petite ville de Black Hills commencent à chuchoter avant même l'arrivée de la police. Ils identifient immédiatement 2 suspects possibles. Le premier est un fermier voisin nommé Joseph Miller, 52 ans, qui, selon ses propres dires, a vu Émilie au moment où elle est descendue du bus. Il a été le dernier à confirmer sa présence sur la route à ce moment-là. Miller affirme qu'il était dans son champ et a vu Émilie marcher seule sur la route, mais n'a rien remarqué de suspect. Le second était un mécanicien routier dont le nom n'était pas encore connu de tous les habitants à l'époque. Son vieux GMC, couvert de rouille et de boue, est passé devant la ferme des baies, environ 10 minutes après que le bus a quitté l'arrêt. Ce fait a été confirmé par des témoins de l'autre bout de la route. Le conducteur du GMC ne s'est pas arrêté et, comme il a été établi plus tard, s'est dirigé vers la ville voisine où il avait été appelé pour réparer le revêtement routier. Dans les premières heures de l'enquête, la police décide de travailler simultanément dans les 2 directions. Les 2 témoins éveillent des soupçons et sont les premiers à être interrogés par les détectives. Sur la base de l'empreinte de pneus, qui correspondait exactement au modèle du tracteur de Joseph Miller, la police isole le fermier voisin pour un interrogatoire approfondi. Miller accepte volontairement de se soumettre à un détecteur de mensonges et permet à la police d'inspecter son équipement. Pendant 6 heures, il est interrogé à plusieurs reprises sur les circonstances de cette journée. Ses déclarations sont vérifiées. Les enquêteurs tentent de découvrir des contradictions. En ville, les rumeurs se répandent rapidement. Les habitants sont presque certains de sa culpabilité. L'évidence et la simplicité de cette version fascinent les locaux. Le tracteur, l'empreinte, le voisin qui a tout vu en dernier. Cependant, aucune preuve claire de l'implication du fermier n'apparaît. Le détecteur de mensonges montre également des résultats contradictoires, ne donnant aucune raison ni d'accuser, ni d'innocenter complètement Miller. Les soupçons restent en suspens, mais la police est progressivement contrainte de relâcher la pression sur le fermier, faute de motifs suffisants pour l'arrêter. L'enquête change radicalement de direction le soir même. À 23h45, un appel téléphonique arrive du laboratoire de criminalistique de l'État. L'expert en ADN rapporte que le cheveu trouvé sur le lieu de la disparition n'appartient ni à Joseph Miller, ni au mécanicien routier du GMC. De plus, il appartient à une femme inconnue, dont le profil génétique est absent de la base de données fédérale. Toute la version préliminaire commence à s'effondrer sous les yeux des enquêteurs. Les théories s'écroulent. Le temps file. Il est temps de vérifier ceux qu'on croyait innocents. Le 8 septembre, jour de la disparition d'Émilie, le fermier voisin Jacob L., 54 ans, perturbe soudainement sa routine de travail habituelle. Au lieu de sa routine quotidienne dans les champs, il se précipite à la boutique locale pour acheter une nouvelle chaîne de tracteurs. Aucun des voisins ne se souvient que Jacob ait fait des achats urgents à cette heure de la journée auparavant. C'est précisément cette déviation qui a attiré l'attention de l'enquête. Au début, Jacob affirmait clairement et sans équivoque dans ses témoignages qu'il était simplement passé devant Émilie sans avoir aucun contact avec elle. Cependant,
Lors du deuxième interrogatoire, un jour après ses premières déclarations, il change soudainement son récit. Le fermier admet un fait qui contredit totalement sa version initiale. Il s'est arrêté près d'Emily et a proposé de transporter au moins son sac à dos. Selon Jacob, Emily a refusé et a continué rapidement. Il n'a pas insisté et est parti. Les enquêteurs notent immédiatement cette incohérence et la marquent comme un détail important pour une vérification ultérieure. L'enquêteur examine en détail les circonstances du voyage de Jacob à la boutique pour la chaîne. À la question directe de savoir pourquoi le fermier a soudainement changé d'itinéraire et s'est rendu à la boutique précisément à 7 heures de la journée, Jacob répond avec assurance « Le tracteur patinait. Le travail dans le champ s'est arrêté. » La vérification des registres de la station de réparation locale confirme le fait que Jacob a demandé une nouvelle chaîne. Mais le moment de l'enregistrement de la réparation coïncide étonnamment presque minute par minute avec le moment de la disparition d'Emily. Cette coïncidence parfaite éveille les soupçons des enquêteurs. Peut-être que le fermier s'est délibérément créé un alibi en faisant un voyage si inhabituel précisément au moment où l'enquête aurait le plus de mal à le vérifier. Néanmoins, le fait est là. Le tracteur nécessitait réellement une réparation urgente, ce que confirment les témoignages indépendants du mécanicien de la station. L'enquête se trouve face à un conflit de faits. D'un côté, une coïncidence suspecte dans le timing, de l'autre, des preuves objectives de la panne de l'équipement. Pour confirmer les soupçons, la police utilise un chien policier entraîné à suivre les traces olfactives. Le chien pisteur capte rapidement et avec assurance la faible odeur d'Emily sur les bottes de Jacob que le fermier a volontairement fournie aux enquêteurs. Cependant, l'expertise ultérieure du laboratoire de criminalistique de l'État apporte un résultat inattendu. Aucune des particules d'ADN trouvées sur les chaussures du fermier ne correspond au profil génétique d'Emily. Ces résultats placent l'enquête dans une position encore plus inconfortable. Malgré des signes évidents d'un contact possible, l'enquête ne dispose pas de preuves réelles que Jacob est impliqué dans la disparition. Ainsi, le suspect numéro 1 se retrouve à nouveau dans un état d'incertitude. Il y a des preuves, mais elles sont insuffisantes pour porter des accusations officielles. L'enquête est contrainte de le laisser à un stade intermédiaire de vérification et de se concentrer sur d'autres pistes d'enquête. La preuve décisive apparaît de façon inattendue pour tous, 3 jours après la disparition d'Emily. Les officiers de police, en examinant les enregistrements des caméras de surveillance de la boutique rurale locale, trouvent une image du tracteur de Jacob. L'horodatage de l'enregistrement montre le tracteur de Jacob à l'entrée du magasin exactement à 15h55. Cela signifie que seulement 18 minutes après que le bus a déposé Emily sur la route, Jacob se trouvait déjà à l'autre bout du village. La police effectue des mesures et confirme, compte tenu de la distance et des capacités techniques du tracteur, le fermier Jacob ne pouvait physiquement pas avoir le temps de commettre quoi que ce soit d'illégal envers Emily, puis d'apparaître dans la boutique dans un laps de temps aussi court. L'enregistrement vidéo devient une preuve cruciale en sa faveur, éliminant définitivement les principaux soupçons de l'enquête. Le fermier est hors de cause. Mais les secrets familiaux de la victime ressurgissent dans de vieilles factures. L'enquête se détourne du fermier Jacob pour se concentrer sur les affaires plus personnelles de la famille B. Lors d'une perquisition à leur domicile, menée 1 semaine après la disparition d'Emily, les détectives découvrent, dans une vieille armoire de la chambre des parents, une pile de factures impayées, soigneusement cachées sous des dossiers de papier concernant leur terrain. La dette totale de la famille s'élève à une somme impressionnante de 18 000 $. La dette s'est accumulée envers une entreprise qui s'occupait du système d'irrigation de la ferme. Au cours d'une conversation avec les détectives, la mère d'Emily se souvient d'un détail discret qui semblait auparavant insignifiant. Au printemps de la même année, en mars 1999, un technicien de l'entreprise Great Plains Irrigation travaillait sur leur ferme. Il était un peu rude et réticent à communiquer.
La mère a même conservé une copie du bon de livraison des tuyaux où figurait une signature à peine lisible. G. Miles. À ce moment-là, personne dans la famille n'y avait accordé d'importance. Le travailleur faisait simplement son travail et est parti peu après, ne laissant derrière lui que de l'irritation et une facture impayée. L'enquête note ce nom dans ses documents, mais n'y accorde pas une attention particulière. Pour l'instant, c'est juste une personne liée aux factures impayées et à l'irritation de la famille B. Personne ne soupçonne à quel point ce lien deviendra important dans un avenir proche. Cependant, la conversation suivante de la police avec le père d'Emily apporte un tournant inattendu. À la question s'il connaît le technicien de la société Great Plains Irrigation, le père affirme avec assurance qu'il ne l'a jamais vu et n'a jamais communiqué personnellement avec cette personne. Les enquêteurs lui présentent une copie de l'acte de réception des tuyaux, sur lequel on voit clairement sa signature à côté de cette même signature floue, G. Miles. Le père, visiblement surpris par ce fait, ne peut donner de réponse claire et déclare seulement qu'il a peut-être signé les papiers automatiquement, sans regarder le visage du travailleur et sans communiquer directement avec lui. Ainsi, l'enquête se heurte à une nouvelle contradiction interne qui nécessite une étude supplémentaire. Quelqu'un dans la famille B ne dit manifestement pas toute la vérité et des détails qui semblaient auparavant insignifiants commencent à former un tableau inquiétant des causes possibles de la disparition d'Emily. L'attention temporaire de la police se concentre entièrement sur le père d'Emily. La logique de l'enquête est simple et claire. Une dette importante, une situation conflictuelle avec l'entrepreneur et une contradiction évidente dans les témoignages. Tout cela fait du père un maillon potentiellement vulnérable. Les détectives explorent la théorie selon laquelle les problèmes financiers et les relations conflictuelles pourraient avoir conduit à la disparition d'Emily comme moyen de faire pression sur la famille, de les forcer à payer leurs dettes ou simplement de se venger pour les factures impayées. Cependant, lors d'une vérification plus détaillée de cette théorie, la police se retrouve à nouveau dans une impasse. Pendant plusieurs jours, les enquêteurs vérifient les comptes bancaires du père, étudient minutieusement ses conversations téléphoniques et ses contacts personnels. Il devient bientôt évident que, hormis la dette impayée, le père n'a aucun autre motif réel pour commettre un crime ou être lié à la disparition d'Emily. Les factures étaient en cours de résolution et le père n'avait pas de contact direct avec les représentants de l'entreprise, à l'exception de cette étrange signature dont il n'a pas pu expliquer l'origine. Une semaine après des tentatives infructueuses de trouver des preuves contre le père de la famille B, les détectives organisent une rencontre avec le comptable de la société Great Plains Irrigation. Au cours de la conversation, un nouveau détail important émerge. Tous les comptes problématiques de la ferme B étaient gérés par le même monteur, qui était responsable de l'exécution directe et de l'entretien des travaux sur le terrain. Mais le plus étrange est que cet employé avait été licencié avant septembre 1999. Selon le comptable, le licenciement était lié à des problèmes internes dont elle ne connaît pas les détails exacts. Le nom de cet employé sur les documents avait été délibérément barré au stylo noir, ce qui ne permettait pas à l'enquête d'établir immédiatement l'identité du monteur licencié. Tout ce qu'on sait pour l'instant, la personne qui avait un lien direct avec la famille B et la dette ne travaillait plus dans l'entreprise au moment de la disparition d'Emily. L'enquête devait retourner aux archives et aux documents de l'entreprise pour déterminer qui se cache derrière ce nom barré et pourquoi cet employé en particulier se retrouvait au centre de l'histoire compliquée de la disparition d'Emily. Le nom est effacé, mais les vieux journaux de téléavertisseurs conservent les itinéraires. L'enquête s'enlise pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'après plus de 2 décennies, en 2021, que le programme Cold Case DNA, visant à résoudre d'anciennes affaires non résolues grâce aux technologies modernes, reprend l'étude de ce même unique cheveu, initialement trouvé collé au ruban, adhésif industriel gris. Désormais, les criminologues sont capables d'extraire un profil ADN nucléaire complet, un bond significatif
par rapport aux capacités limitées de 1989. Le profil ADN obtenu est rapidement chargé dans le système des bases de données généalogiques, y compris la plateforme bien connue GEMatch. Après quelques semaines, le résultat de la recherche conduit les enquêteurs vers une direction totalement nouvelle. Le profil indique des parents éloignés, une branche de cousins au 3e degré de la famille Miles, résidant dans l'Oklahoma. Ce résultat devient la première indication concrète sur le cercle de personnes potentiellement liées au propriétaire du cheveu trouvé. Les détectives étudient minutieusement tous les arbres généalogiques disponibles et les liens familiaux. Après avoir précisé la ligne de succession, ils réduisent progressivement la liste des suspects possibles à 3 hommes qui correspondent à l'âge et auraient pu avoir la possibilité physique de se trouver dans le Nebraska en 1999. Glenn Miles, Cody Miles et Thomas Miles. Le nom Miles était déjà apparu précédemment dans les documents de l'affaire, ce qui attire immédiatement l'attention de l'enquête. Maintenant, l'enquête se concentre sur ces 3 hommes. Les enquêteurs étudièrent leur biographie, leurs anciennes adresses, leur lieu de travail et tous les enregistrements disponibles pour septembre 1999. Grâce aux archives de la police et aux bases de données fiscales, il s'avère que parmi les 3 candidats, une seule personne travaillait officiellement sur le territoire du Nebraska pendant la période de la disparition d'Emily, c'est Glenn Miles. Les documents de l'entreprise qui entretenait les systèmes d'irrigation dans la région confirment que c'est précisément Glenn qui effectuait les tâches d'installation et de réparation d'équipements dans les fermes près de la maison de la famille B. Cette logique de sélection fait immédiatement de Glenn le principal suspect, bien que les détectives évitent délibérément de tirer des conclusions hâtives. Les 2 autres parents, Cody et Thomas, n'ont aucun lien confirmé avec la région et n'y ont jamais travaillé officiellement. Néanmoins, la police agit selon les instructions et doit vérifier tous les 3 jusqu'au bout. Les agents du FBI se rendent en Oklahoma, où Cody Miles accepte volontairement de fournir un échantillon de son ADN. Les échantillons sont envoyés au laboratoire, où il devient rapidement évident que l'ADN de Cody ne correspond pas au profil obtenu à partir du cheveu sur le ruban adhésif. C'est un nouveau virage infructueux de l'enquête, détournant l'investigation du bon chemin et ralentissant temporairement le rythme. Cody Miles est éliminé de la liste des suspects et l'attention revient sur Glenn, bien que les détectives n'excluent pas la vérification de Thomas Miles, qui s'avère également infructueuse peu après. Ainsi, l'enquête se retrouve à nouveau face à la nécessité de prouver ou de réfuter l'implication du dernier candidat restant, Glenn Miles, et lui seul. En se concentrant exclusivement sur Glenn Miles, les enquêteurs retrouvent son ancien véhicule, un pick-up Ford de 1988, conservé dans l'arrière-cour d'un de ses parents en Oklahoma. La voiture était immobile depuis près de 2 décennies, couverte d'une épaisse couche de poussière, de rouille et de toile d'araignée. Lors d'une inspection détaillée de la carrosserie et de la cabine, l'équipe d'enquête découvre une sangle de fixation, enfouie dans le coffre parmi un tas de vieilles bricoles et d'outils. L'expertise en laboratoire établit que cette sangle porte des fibres à peine visibles d'un tissu brun, dont la structure et la couleur correspondent exactement à l'uniforme officiel que portait Emily le jour de sa disparition. C'est la première preuve physique reliant directement Glenn Miles à la disparition de la fillette. À partir de ce moment, Miles passe officiellement de la catégorie des suspects potentiels à une figure directement liée à l'incident. Cependant, même une coïncidence aussi évidente ne donne pas de réponse définitive. L'enquête n'a pas encore d'image complète. Seulement des fragments isolés qui nécessitent une vérification et une confirmation supplémentaire avant que l'affaire puisse être considérée comme résolue. Il reste à relier les heures, l'itinéraire et le silo en béton abandonné. Au printemps 2022, les enquêteurs bouclent enfin la chaîne qu'ils assemblaient, pièce par pièce, depuis plus de 20 ans. Les agents réussissent à obtenir secrètement un échantillon d'ADN de Glenn Miles sous couvert d'une vérification de l'état technique de sa voiture. Glenn boit tranquillement son café,
sans se douter que la salive laissée sur la tasse deviendra le dernier point de son histoire de liberté. Le laboratoire confirme la correspondance absolue entre le profil ADN de Glenn Miles et le matériel génétique découvert sur le ruban adhésif industriel gris, trouvé le jour de la disparition d'Emily, près de la route, près de la ferme de la famille B. De plus, l'enquête extrait et étudie minutieusement les journaux d'archives des téléavertisseurs de la société Great Plains Irrigation pour septembre 1999. Le journal enregistre un appel entrant sur le téléavertisseur de Glenn Miles exactement à 15h44, seulement 7 minutes après qu'Emily ait été déposée par le bus scolaire. Les coordonnées de l'appel, enregistrées par l'opérateur, correspondent exactement au lieu de la disparition. Une autre preuve indépendante est fournie par les feuilles de route de la même période. Elle montre que le véhicule qui était alors assigné à Glenn Miles faisait un arrêt non planifié près d'un vieux silo en béton inachevé, situé à quelques kilomètres de la ferme de la famille B. Les enquêteurs effectuent une reconstruction complète des événements de cette journée de septembre. Il est établi que Glenn, en passant, s'est effectivement arrêté près d'Emily. Il lui a proposé de la raccompagner. Elle a refusé. Ensuite, Glenn a insisté et a tenté de forcer Emily à monter dans la voiture, après quoi une lutte a commencé. Pendant la lutte, Glenn a utilisé précisément cette sangle de fixation qui a été retrouvée plus tard dans son vieux pick-up. Puis, pour dissimuler les traces du crime, il s'est arrêté près du silo abandonné et y a placé ce qui restait après l'incident, cachant toutes les traces sous la base de la vieille structure en béton. Maintenant, toutes les parties séparées de l'enquête se rassemblent enfin en une chaîne unique de preuves. Les indices, les témoins et les données techniques confirment avec certitude l'implication précisément de Glenn Miles, ne laissant aucun doute. À l'automne 2022, la police mène des fouilles massives à la base du vieux silo abandonné. Après plusieurs jours de travail technique complexe, des restes sont découverts, parmi lesquels l'équipe d'experts en criminalistique identifie des os, des fragments brûlés de vêtements correspondant parfaitement à l'uniforme d'Emily et un petit porte-clés avec un personnage de dessin animé que la mère avait précédemment mentionné comme un objet personnel d'Emily. Les découvertes confirment la terrible supposition, mais l'enquête évite tout commentaire émotionnel, enregistrant exclusivement les faits et les détails. Lors de l'interrogatoire, Glenn Miles refuse de coopérer avec l'enquête, choisissant le silence et refusant catégoriquement de témoigner. Cependant, l'enquête n'a plus besoin de ses paroles. Les preuves ont définitivement bouclé la chaîne des événements. Les expertises et les rapports techniques confirment irréfutablement l'implication précisément de cet homme. Le procès ne dure que 2 mois. Les jurés examinent l'affaire pendant plusieurs jours, après quoi ils rendent un verdict unanime. Glenn Miles est reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge prononce une sentence qui n'implique pas la possibilité de révision ou de libération pendant la vie du condamné. Emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, auquel s'ajoutent 50 ans supplémentaires. L'affaire d'Emily B., qui a commencé par un bref message au répartiteur de la police le soir du 8 septembre 1999, est officiellement close 23 ans plus tard. En conséquence directe de l'enquête, le comté introduit une surveillance obligatoire par GPS de tous les véhicules de travail, renforce le contrôle sur la délivrance et le stockage des équipements, y compris le ruban adhésif industriel et les sangles de fixation. Et les sites de construction abandonnés font l'objet d'un inventaire complet et sont placés sous la surveillance constante des autorités. Sur cette même route de campagne poussiéreuse, où le bus scolaire s'est arrêté pour la dernière fois en septembre 1999, une caméra de vidéosurveillance moderne est maintenant installée. Sa présence est un rappel muet et impassible que les secrets, même profondément enfouis sous terre et bétonnés par le temps, finissent toujours par être révélés. Le corps d'une jeune femme dont la mort a été particulièrement bouleversante
a été trouvé dans un appartement d'un complexe résidentiel à Bridgeport. Les policiers arrivés sur les lieux ont immédiatement commencé leur enquête. Il s'est avéré que les résidents du complexe ressentaient depuis longtemps un sentiment d'inquiétude et remarquaient des phénomènes mystérieux et effrayants dans leur environnement. Stephanie Bennett est née à la fin du printemps 1979 à Rocky Mount, en Virginie, et a grandi dans une petite ville américaine. Son enfance a été assombrie par le divorce de ses parents, ce qui ne l'a toutefois pas empêché d'établir une relation étroite avec les deux. Le père de Stephanie, qui vivait à proximité, est resté dans sa vie et voyait sa fille presque tous les jours. Le destin lui réservait une surprise. Après le second mariage de son père, sa jeune sœur Diane est entrée dans sa vie. Son temps au Rouana College, à 350 km de chez elle, était rempli de nouvelles expériences et connaissances, notamment Walter, un jeune homme avec qui Stephanie a commencé à sortir pendant sa dernière année. Après l'obtention de leur diplôme, les chemins de Stephanie et Walter se sont séparés, mais leur relation a persisté. Stephanie a déménagé à Raleigh, en Caroline du Nord, où elle a loué un appartement dans le complexe de Bridgeport, dans un quartier calme en périphérie de la ville, avec sa demi-sœur Diane et son amie Emily. À l'âge de 23 ans, Stephanie Bennett a commencé à travailler dans une entreprise locale, tandis que son petit ami Walter déménageait à Greenville, en Caroline du Sud, pour poursuivre ses études d'ingénieur. Après avoir vécu à Raleigh pendant environ 1 an, Stephanie et ses amis, sa sœur Diane et son amie Emily, ont pensé à déménager dans une autre ville. À ce stade, la jeune femme prévoyait déjà de déménager avec Walter à Greenville, et ensemble, ils ont commencé à chercher un appartement. En mai, ils ont trouvé l'appartement parfait à Greenville lorsque Stephanie y est allée pour quelques jours. Lorsqu'elle est revenue à Raleigh, Emily avait déjà déménagé et Diane était absente pendant un moment en raison d'une urgence familiale. Le 20 mai, après le travail, Stephanie a parlé au téléphone avec Walter pour discuter des détails du contrat de location. Ils ont convenu qu'il lui enverrait le contrat le lendemain pour qu'elle puisse le signer au travail. Cependant, le lendemain matin, Stephanie n'est pas venue travailler et n'a pas répondu au téléphone. Walter s'est inquiété et a contacté sa sœur. Diane, à son tour, a appris des collègues de Stephanie qu'elle n'était pas apparue au bureau. Compte tenu de sa responsabilité et de son engagement envers son travail, c'était étrange. Si elle avait été malade, elle aurait informé ses supérieurs. Diane était inquiète parce que Stephanie ne répondait pas et a demandé à une amie proche de vérifier l'appartement partagé. Lorsqu'elle a frappé à la porte et n'a pas reçu de réponse, Diane a décidé d'appeler le gérant du complexe pour qu'il ouvre la porte avec une clé de secours. Lorsque le gérant est entré dans l'appartement, il a été confronté à une vision choquante. Stephanie gisait sans souffle sur le sol de la chambre d'Emily. Immédiatement, l'homme a appelé la police. Le corps de Stephanie a été retrouvé sans vêtements, avec des marques d'étranglement sur son cou. Les enquêteurs ont trouvé la pièce d'identité de Stephanie et ont pu confirmer son identité à l'aide d'une photo. En fouillant l'appartement, les enquêteurs ont remarqué des feuilles sur le couvercle d'un panier à linge sale placé sous la fenêtre dans la chambre d'Emily. Cela leur a fait soupçonner que le criminel aurait pu entrer par la fenêtre. De plus, ils ont découvert que le téléphone de la maison avait été caché dans un placard et que le câble téléphonique dans la chambre d'Emily avait été coupé, ce qui indiquait que l'intrus aurait pu se cacher là pour empêcher l'utilisation du téléphone. Après avoir interrogé Diane, la police a déterminé que plusieurs objets manquaient dans l'appartement, dont 8 $ du portefeuille de la victime, 2 magnétophones à cassette et un panier à linge de la chambre de Stephanie. Les enquêteurs ont soupçonné que le criminel avait utilisé le panier à linge pour transporter les objets volés. Après l'examen, les experts ont trouvé des traces de matériel biologique sur le corps de la victime et ont réussi à extraire un échantillon d'ADN. À la surprise des enquêteurs, aucune correspondance n'a été trouvée avec l'échantillon dans la base de données du FBI. Des enquêtes supplémentaires ont révélé que la cause du décès était la strangulation. Un point important était l'absence de l'arme du crime dans l'appartement, ce qui suggérait que le criminel l'avait emporté. Les enquêteurs ont commencé à interroger les voisins du complexe d'appartements, dans l'espoir que certains d'entre eux auraient remarqué l'homme suspect. Les conversations avec les résidents ont révélé qu'un inconnu était présent dans le complexe résidentiel depuis plusieurs mois,
observant les résidents à travers les fenêtres. Malgré les plaintes auprès de la direction de l'immeuble, cette personne n'a jamais été trouvée. Fait intéressant, la fenêtre de l'appartement de Stéphanie était l'un des endroits qu'il avait observé. Récemment, un incident inquiétant s'était produit près du lac, près du complexe d'appartements. Un homme dont l'identité n'est toujours pas déterminée a attaqué une fille qui faisait son jogging le matin. Cet incident a beaucoup affecté Stéphanie. Et après en avoir pris connaissance, elle ne voulait plus rester seule dans son appartement. Elle envisageait sérieusement de déménager dans un quartier plus calme de Greenville. En examinant les environs du complexe d'appartements, les enquêteurs ont fait une découverte inhabituelle. Dans les buissons, ils ont trouvé une grande quantité de sous-vêtements personnels. L'examen médico-légal a révélé que ces articles appartenaient à Stéphanie. Au départ, la police a soupçonné que le criminel aurait pu emporter les affaires de son appartement mais les a laissées dans les buissons pour des raisons inconnues. Cependant, cette supposition a bientôt été réfutée d'une manière complètement inattendue. Il s'est avéré qu'un jeune voisin s'était glissé dans la chambre de Stéphanie et avait emporté des objets personnels, en particulier des sous-vêtements qui ont été retrouvés plus tard dans les buissons. Lorsque les enquêteurs ont interrogé les résidents, le jeune homme a avoué son acte. Cependant, il a catégoriquement nié avoir été impliqué dans le crime. Pour vérifier son implication, les enquêteurs ont prélevé des échantillons d'ADN sur lui. Il s'est avéré qu'il ne correspondait pas à l'ADN trouvé sur la scène du crime. La police était convaincue que le principal suspect devait être l'homme qui observait souvent secrètement les femmes du complexe d'appartements à travers leurs fenêtres. Après avoir interrogé des personnes qui avaient vu l'homme, les enquêteurs ont créé un croquis approximatif et l'ont publié dans la presse. Comme d'habitude, le petit ami de la défunte a également été inclus dans l'enquête. Il a fourni son matériel génétique sans objection, mais il ne correspondait pas à l'ADN du criminel. De plus, Walter était à des centaines de kilomètres de sa résidence au moment du crime, donc il n'aurait pas pu être sur les lieux. La police a alors enquêté sur tous les hommes vivant sur la propriété et leur a demandé de fournir volontairement leur ADN pour des tests. Cette approche s'est également avérée infructueuse. Les experts n'ont trouvé aucune correspondance parmi les 283 échantillons reçus. À ce stade, il ne restait plus de pistes utiles. Les enquêteurs ont décidé de surveiller le complexe d'appartements, dans l'espoir de trouver l'homme qui avait observé les locataires. À leur surprise, ils ont bientôt eu du succès. Le 3 juin, les policiers ont vu un homme s'approcher de plusieurs fenêtres au rez-de-chaussée et regarder dans les appartements. Lorsqu'il s'est approché de l'une des fenêtres, il a commencé à accomplir des actes obscènes, et la police l'a immédiatement arrêté. Il s'est avéré que l'homme était Christopher Lee, qui avait déjà été arrêté plusieurs fois pour observation illégale et condamné pour avoir harcelé une femme. Il y a 3 ans, les enquêteurs étaient convaincus d'avoir enfin attrapé le coupable, mais la déception a suivi immédiatement. L'ADN de Christopher ne correspondait pas à l'échantillon trouvé sur le corps de la victime. Il a été accusé d'avoir causé un trouble à l'ordre public, mais a été retiré de la liste des suspects de meurtre. Depuis lors, la police a cherché sans succès des indices dans l'affaire. 1 an plus tard, l'enquêteur principal a entendu parler d'un laboratoire en Floride spécialisé dans l'identification des groupes ethniques par l'ADN. Il doutait de la technologie, mais ne voulait pas manquer cette opportunité et a envoyé des échantillons d'ADN de 4 collègues d'origine ethnique différentes. Les experts ont réussi à 100% et le détective leur a transmis l'ADN du meurtrier de Stéphanie. Le laboratoire a découvert que le propriétaire de l'ADN était un homme blanc. Mais cette information n'a pas aidé dans l'enquête. En août 2003, le père de la victime a offert une récompense de $100 000 pour toute information pouvant mener à l'arrestation du meurtrier. La mère de la jeune fille a écrit aux journaux locaux et a demandé à quiconque ayant des informations pouvant aider dans l'enquête de les communiquer à la police. Ces mesures ont généré quelques pistes, mais n'ont malheureusement pas conduit à la résolution du crime. En avril 2004, sur la base des témoignages de nombreux témoins, les enquêteurs ont décidé d'interroger à nouveau les résidents de la zone. Ceux-ci indiquaient que l'homme qui avait été arrêté précédemment pour observation illégale n'était peut-être pas le seul à rôder dans les bâtiments et à regarder par les fenêtres. Avec les informations sur l'identité de l'homme et les photos en main, les enquêteurs voulaient parler une fois de plus avec les résidents qui auraient pu remarquer l'homme.
Malheureusement, personne ne pouvait se souvenir de son visage. L'homme mystérieux apparaissait principalement la nuit et portait une capuche sur la tête. Certains témoins, cependant, ont affirmé l'avoir vu sans capuche et ont noté qu'il avait les cheveux longs. Les enquêteurs ont interrogé des dizaines de personnes jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin un homme qui avait vu le suspect à la fenêtre de Stéphanie peu avant le crime. Ce témoin avait déjà témoigné auparavant, mais cette fois, il a ajouté de nouveaux détails. Il a indiqué qu'il avait vu l'homme quelques jours après l'incident dans l'après-midi, alors qu'il se promenait avec son chien près de la zone boisée derrière le complexe résidentiel. Le témoin l'a reconnu à son sweat à capuche distinctif. Il l'a suivi pendant un moment jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les arbres avec son labrador. Comme on peut le voir, le témoin a probablement oublié l'incident ou ne l'a pas lié au meurtre. Par conséquent, la police n'a pas obtenu cette information importante lors du premier interrogatoire. Il est certain que les enquêteurs ont découvert cette information 2 ans après la mort de Stéphanie. Il leur était maintenant clair qu'ils devaient rechercher un propriétaire masculin de Labrador qui se promenait avec son chien dans la région. Il vivait probablement à proximité. Les détectives ont remarqué quelque chose d'étrange. Derrière la zone boisée où le témoin avait vu l'homme, il y avait un autre complexe résidentiel. En raison de la direction de déplacement du propriétaire du chien, il était possible qu'il y vive. Les officiers de police se sont rendus sur les lieux de l'incident et ont demandé aux résidents du complexe si parmi eux se trouvait un homme avec un labrador. Les locaux ont rapidement mentionné Drew Montana, 35 ans, et ont ajouté quelques détails étranges. Aux yeux des locaux, Drew se distinguait par sa singularité. Il évitait le contact avec les autres, ne rencontrait jamais les regards des autres et jouissait généralement de peu d'estime. L'homme mince aux cheveux longs portait toujours des vêtements amples. Beaucoup pensaient qu'il voulait passer aussi inaperçu que possible, mais en réalité, c'était le contraire. Pour en savoir plus sur lui, la police s'est approchée d'une femme âgée, connue pour observer de près tout ce qui se passait dans le complexe. Elle a donné un tournant inattendu à l'affaire lorsqu'elle a appris que le meurtre de Stéphanie Bennett était en cours d'enquête. Quand les policiers ont entendu la femme répondre « Vous n'avez encore arrêté personne ? Tout le monde sait que c'était l'homme avec le gros chien. » Ils ont été choqués. Il a fallu 2 ans pour trouver cet homme. Bien que les résidents de sa maison le soupçonnaient initialement, personne n'a jugé nécessaire de signaler ce soupçon à la police. Pendant que la police recherchait Drew, ils interrogeaient ses anciens voisins. Plusieurs témoins ont fait des déclarations inquiétantes. Une femme qui vivait un étage au-dessus de lui avait vu Drew avec un petit garçon peu après le meurtre de Stéphanie. Ils se promenaient ensemble et conversaient. Le témoin a affirmé que Drew avait demandé au garçon de ne pas parler à la police et de ne rien lui dire. Cela a conduit les enquêteurs à supposer que le jeune homme était l'adolescent qui avait volé les vêtements de la maison de la victime. De plus, plusieurs femmes étaient sérieusement préoccupées par Drew. Elles l'avaient vu courir le matin ou marcher dans des zones isolées où il les suivait ou même les poursuivait. Il s'est avéré que Drew avait déménagé du complexe vers l'autre côté de la ville. Les enquêteurs ont décidé de lui parler et ont visité son nouvel appartement. Cependant, personne n'a répondu à leur appel. Ils sont venus plusieurs fois à différentes heures de la journée, mais n'ont jamais obtenu de réponse. Peut-être que Drew n'était jamais à la maison ou qu'il évitait délibérément la police. Les enquêteurs, qui n'ont pas eu l'occasion de parler à Drew, ont trouvé son lieu de travail et s'y sont rendus dans l'espoir de pouvoir éclaircir l'histoire compliquée. Les enquêteurs qui suivaient l'affaire ont visité le lieu de travail du suspect. Il s'est avéré qu'il était chimiste et travaillait dans un laboratoire d'engrais. Lorsqu'ils l'ont interrogé sur le meurtre de Stéphanie Bennett, il a étonnamment déclaré qu'il n'avait pas entendu parler de l'affaire. Cela semblait étrange, car Drew vivait à seulement 1 kilomètre du lieu du crime. Sa réticence à parler à la police était évidente. Il a affirmé qu'il était occupé et a proposé de se rencontrer chez lui à un moment qui lui convenait. Les officiers de police qui sont arrivés chez lui ont rencontré l'homme, qui leur a finalement permis d'entrer. Pendant la conversation, Drew a affirmé qu'il ne s'était jamais promené avec son chien près de la maison de Stéphanie. Cependant, la police avait des témoins qui affirmaient le contraire.
ce qui a conduit les enquêteurs à douter de sa déclaration. Drew a également affirmé qu'il ne portait pas de lunettes, bien que sur son permis de conduire, il était indiqué qu'il devait porter des lunettes. Et des témoins ont déclaré avoir vu un homme regardant par les fenêtres qui portait des lunettes. Lorsque Drew a refusé de fournir un échantillon d'ADN, les enquêteurs ont commencé à le surveiller secrètement, espérant obtenir du matériel d'analyse d'une autre manière. Cependant, cela s'est avéré difficile, car l'homme prenait soin de ne pas laisser d'objets utilisables. Par exemple, pendant sa pause déjeuner, il se retirait dans sa voiture et regardait au loin, sans rien laisser qui puisse contenir son ADN. Un épisode intéressant de cette enquête s'est produit lorsque Drew a jeté une bouteille d'eau vide dans une poubelle. Les enquêteurs, qui le suivèrent de près, ont immédiatement récupéré la bouteille et l'ont envoyée au laboratoire, espérant y trouver de l'ADN. Mais à leur déception, les experts n'ont trouvé aucune trace. La théorie est apparue que Drew aurait pu utiliser la bouteille intentionnellement parce qu'il soupçonnait qu'il était surveillé. Les voisins de Drew se sont manifestés et ont confirmé son comportement inhabituel. Aucun d'entre eux ne pouvait se souvenir de l'avoir jamais vu avec un sac poubelle. Les détectives non plus, qui surveillaient la maison de Drew depuis des jours, ne l'avaient pas vu. Cela a renforcé leur soupçon que Drew avait délibérément détruit toutes les preuves possibles. Déterminés à être plus proactifs, les enquêteurs ont demandé l'aide des supérieurs de Drew et lui ont suggéré de recueillir tout ce qui pourrait contenir son ADN sur son lieu de travail. La superviseure a observé Drew attentivement pendant plusieurs jours, mais n'a pas pu trouver un seul objet. Curieusement, Drew semblait avoir les cheveux longs, mais il semblait s'évaporer. Pas un seul cheveu sur le lieu de travail. Drew mangeait à peine pendant le travail et ne jetait rien non plus. Un jour, sa patronne l'a observé en train d'attacher soigneusement ses cheveux avec un élastique, puis ramasser les cheveux tombés du sol. Pleine d'espoir, elle l'a invité dans un café pour parler soi-disant du travail. Mais même là, Drew est resté vigilant. Il mangeait avec ses mains, mettait les serviettes usagées dans son sac et emportait même la paille de sa boisson. Le dessert était un pudding à la banane que Drew devait goûter avec une fourchette. Fait intéressant, Drew a passé environ 15 minutes à nettoyer soigneusement la fourchette avec un chiffon humide pour éliminer d'éventuelles traces d'ADN. Malgré ces efforts, les enquêteurs ont confisqué la fourchette et l'ont envoyée à un laboratoire pour analyse. Les experts ont pu détecter de faibles traces d'ADN sur la fourchette, qui correspondaient partiellement à l'ADN du meurtrier de Stephanie. Malheureusement, les données obtenues n'étaient pas suffisantes pour une comparaison précise, car davantage de matériel biologique était nécessaire pour une analyse complète. Finalement, les enquêteurs ont réussi à obtenir un mandat de perquisition pour le lieu de travail de Drew. Ils espéraient y trouver quelque chose qui pourrait contenir son ADN. La perquisition a été programmée pour le soir, car les enquêteurs craignaient que Drew puisse apprendre leur action et tenter de fuir. Lors de la perquisition, des gants ont été trouvés parmi les affaires personnelles de Drew, qu'il utilisait normalement pour manipuler des produits chimiques. Comme les enquêteurs soupçonnaient que les gants pourraient contenir des traces de son ADN, ils les ont confisqués et ont laissé une autre paire à leur place. Ils craignaient que Drew ne s'enfuit et ne disparaisse de leur vue s'ils découvraient que la police avait son ADN. Après de nombreuses enquêtes et analyses, les experts ont fait une découverte importante. Les gants trouvés sur la scène du crime contenaient des traces de matériel biologique. Les enquêteurs ont effectué un test ADN qui a montré une correspondance parfaite avec Drew. Ce fut un moment décisif dans l'enquête sur le crime de Stephanie Bennett. Les enquêteurs avaient maintenant des preuves irréfutables pointant vers l'implication de Drew dans l'affaire. Le 18 octobre 2005, la police a décidé d'agir. Ils ont soigneusement préparé une opération pour arrêter Drew sans attirer inutilement l'attention. La police a discrètement encerclé le laboratoire où travaillait le suspect et l'a observé attentivement pour attendre son apparition. Les enquêteurs avaient considéré tous les risques. Il y avait un danger que Drew puisse prendre des otages ou attaquer ses collègues si on tentait de l'arrêter à l'intérieur du bâtiment. Ils voulaient donc minimiser les risques potentiels et protéger les personnes autour de lui, en assurant une arrestation aussi sûre que possible. Les préoccupations des enquêteurs concernant l'homme se sont avérées fondées et justifiées.
Dès qu'il a quitté le bâtiment, la police l'a immédiatement arrêté et a trouvé un pistolet chargé en sa possession. Évidemment, le coupable savait qu'une arrestation était inévitable et qu'il ne se rendrait pas sans combattre. Pendant l'interrogatoire, qui a duré plus de 6 heures, Drew est resté silencieux. Il a refusé de manger et de boire, bougeait à peine et a finalement dû être transporté en fauteuil roulant par les enquêteurs à travers le poste. Lorsque les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition et ont fouillé son appartement, ils ont trouvé de nombreuses choses inquiétantes. Entre autres, ils ont trouvé un panier à linge qui avait été volé dans l'appartement d'une Stéphanie. De plus, il y avait un arsenal d'armes dans l'appartement. 9 pistolets, 2 fusils, 40 couteaux, une épée et une machette. Il y avait aussi des crochets et des menottes. Une découverte particulièrement troublante était un carnet avec des dizaines de noms de femmes dessus. La police a immédiatement commencé à vérifier et à rechercher ces femmes pour s'assurer qu'elles étaient en sécurité. Parmi elles se trouvait une résidente du même complexe où vivait Drew. Elle s'était plainte auparavant de son comportement étrange. Quand elle a été interrogée, elle a dit qu'elle se sentait mal à l'aise sous son regard. Ces craintes ont été confirmées lorsque la police a trouvé ces objets personnels dans l'appartement de Drew, y compris des articles personnels comme des sous-vêtements et des articles d'hygiène, ainsi qu'une copie d'une cassette de son bal de fin, d'études secondaires. Il s'est avéré que Drew était entré par effraction dans son appartement, avait volé la cassette, en avait fait une copie et avait rendu l'original. Mais ce n'est pas tout. Dans l'appartement de Drew, on a également trouvé un chèque émis au nom d'une femme qui avait été assassinée dans les années précédentes. Après d'autres enquêtes, on a appris que Drew vivait dans la même ville où le crime avait eu lieu à cette époque. Ces circonstances n'ont fait qu'ajouter plus de questions à son histoire déjà mystérieuse. La femme a été tuée avec une arme d'un calibre rare. Que ce soit une coïncidence ou non, c'était l'arme qui a été trouvée chez Drew lors de la perquisition de son appartement. Ce fait l'a immédiatement fait devenir l'un des principaux suspects. Cependant, avant que le procès concernant la fusillade ne puisse commencer, Drew attendait déjà un procès pour le crime commis contre Stéphanie. 1 mois après son arrestation, le procureur a annoncé son intention de demander la peine de mort pour Drew. Le procès devait avoir lieu l'année suivante, et en attendant ce procès, Drew a passé du temps en isolement. Cependant, le procès n'a jamais eu lieu. Le 1er janvier de l'année 2006, Drew a été retrouvé mort dans sa cellule après s'être suicidé malgré toutes les précautions. Une enquête sur son passé a révélé quelques points importants. Drew a grandi dans une famille complète avec 3 frères. Leur père était un homme enclin à la violence. Il maltraitait physiquement les enfants jusqu'à ce que leur mère s'enfuit avec eux dans un autre état. Ces expériences traumatisantes ont fait de Drew un adolescent renfermé et au fil du temps, son comportement fermé s'est intensifié. Néanmoins, il a réussi à terminer une bonne éducation et à obtenir un emploi de chimiste. Les collègues l'ont décrit comme une personne très intelligente, mais ont noté qu'il ne possédait pratiquement aucune compétence sociale. Il n'avait pas d'amis au travail, évitait d'établir des contacts et essayait toujours de se tenir à l'écart de l'équipe. Drew était donc un homme avec un passé difficile et un caractère complexe, dont l'histoire laisse de nombreuses questions sans réponse. Voici un détail surprenant. Le propre frère de Drew avait également eu des problèmes avec la loi. Il a été condamné pour avoir filmé secrètement des femmes avec une caméra, ce qui lui a valu une peine avec sursis. Mais le tournant est venu en 2008, lorsque la mère de Drew est allée devant les tribunaux. Elle a tenu les autorités de l'État responsables de la mort de son fils, affirmant qu'elles auraient pu empêcher sa mort. Cependant, le juge a conclu que les responsables de la prison avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour le protéger. D'autre part, le père de Stéphanie Bennett a tenté de poursuivre en justice l'administration du complexe résidentiel. Il a affirmé qu'il n'avait pas pris en compte les plaintes des résidents concernant l'homme qui les observait et n'avait pas accordé l'attention adéquate à la sécurité. Par conséquent, le complexe n'était pas suffisamment éclairé la nuit, permettant aux intrus de rester non détectés. De plus, il a découvert que la fenêtre dans l'appartement de sa fille était cassée et l'administration du complexe n'était pas pressée de résoudre ce problème,
bien qu'ils en soient directement responsables. Avec cela, cette affaire déroutante et complexe a finalement été résolue. Mais la police se demande encore combien de victimes Drew aurait pu avoir. Toutes les informations disponibles indiquent qu'il avait une prédilection pour les crimes en série. Après sa mort, il est devenu presque impossible de découvrir la vérité, laissant de nombreuses questions sans réponse. Au petit matin du 10 février 2021, T ressentit de l'inquiétude en entendant des bruits inhabituels provenant de la cuisine. En descendant, elle vit une personne étrangère essayant d'emballer un gros objet dans une valise. Tay reconnut immédiatement que sa mère était en difficulté et prit conscience qu'elle-même pourrait maintenant être en danger. Née dans les années 90 aux Philippines, Christina Rove a grandi dans une ville où les cultures se mélangeaient. Sa mère, philippine de naissance, et son père Marcus, aux racines britanniques, lui ont offert une large perspective sur le monde. On sait peu de choses sur la jeunesse de Christina, sa famille tenant à préserver leur vie privée. Mais on sait qu'elle avait une sœur avec qui elle entretenait une relation chaleureuse et proche. En 2010, la vie de Christina changea radicalement lorsqu'elle rencontra son compagnon, qui devint bientôt le père de son enfant. Malgré l'absence du père, Christina releva courageusement le défi d'être mère célibataire et fit de sa fille le centre de sa vie, se consacrant à elle avec amour et responsabilité. Entre 2017 et 2018, Christina connut des difficultés économiques à Angeles, où les possibilités de travail et d'éducation devenaient de plus en plus limitées. Malheureusement, la ville souffrait de graves problèmes sociaux qui poussaient ses habitants vers des stratégies de survie à la limite de la légalité. Particulièrement préoccupante était la situation de nombreuses femmes, confrontées au choix difficile d'assurer une vie digne pour elles-mêmes et leurs familles. En raison du besoin urgent de changement et du désir de s'entourer d'une nouvelle atmosphère, Christina fit un pas important dans sa vie. Avec l'espoir au cœur et les possibilités que lui offrait la citoyenneté britannique, elle fit ses bagages et, avec sa fille, partit à la recherche d'une vie meilleure en Grande-Bretagne, laissant derrière elle famille et amis. Sa décision de s'installer à Worcester était pleine de détermination et du désir d'offrir à sa fille les opportunités qu'elle-même n'avait pas eues dans son enfance. Après le déménagement, Christina montra une incroyable résilience et diligence, acceptant divers emplois, d'un poste dans un grand centre commercial jusqu'au travail difficile à la poste. Mais ce qu'elle appréciait le plus était le mannequinat, grâce à son apparence unique et son charisme, ce qui la rendait recherchée sur le marché des mannequins anglais. Sa chaleur, son attention aux autres et son talent ont fait de Christina une personnalité aux qualités spirituelles et intellectuelles profondes. Christina aspirait toujours à la connaissance et à l'expression de soi par l'écriture, rêvant d'une carrière d'écrivain. Sa personnalité et son talent ont laissé une impression lumineuse dans la vie de tous ceux qui l'ont connue. Elle possédait non seulement une force de volonté comparable à une tornade, mais aussi la capacité unique de surmonter les obstacles sans perdre son optimisme et son aspiration au meilleur. Les intérêts de Christina étaient d'eau variés, de la cuisine à la littérature, la poésie, l'art et la philosophie. Mais son objectif principal était d'assurer le bien-être global de sa fille. Dans la presse, Christina était souvent décrite comme une mère douce et attentive, qui entretenait avec sa fille des relations presque fraternelles. Une telle profondeur de compréhension entre elles qu'il semblait qu'elles étaient plus amies que mère et fille. Ensemble, elles passaient du temps dans leur confortable maison à 2 étages, profitant de longues promenades en plein air. Leur vie fut facilitée lorsque le père de Christina déménagea également en Angleterre, leur apportant un soutien émotionnel supplémentaire. Malgré un emploi du temps chargé qui laissait peu de temps à Christina pour elle-même, elle se sentait suffisamment stable pour ouvrir à nouveau son cœur à de nouvelles relations. En décembre 2012, le destin la réunit avec Charles Bernard, un jeune homme de 3 ans, son cadet, via une application de rencontre populaire. On savait peu de choses sur Charles, seulement qu'il aimait jouer de la guitare et qu'il y avait dans sa famille une tendance aux particularités neurologiques. La différence d'âge n'empêcha pas le développement de leur relation et un fort lien émotionnel s'établit rapidement entre eux. Charles accepta sans problème la présence de la fille de Christina et ils décidèrent de se rencontrer. À partir de ce moment, leur relation se développa rapidement.
Leur vie commune semblait parfaite. Charles devint pour Christina un soutien et un véritable ami. Il emménagea chez elle et tout se passait sans accroc, jusqu'à ce que leur vie commune soit interrompue 6 mois plus tard par le début d'un sérieux défi mondial concernant la santé publique en 2012. Cette épreuve pesa sur la vie des gens et aggrava les difficultés auxquelles Christina était déjà confrontée, conduisant à la désharmonie dans leur relation. Sur les raisons de leur séparation, ils ne voulaient pas entrer dans les détails, mais parmi leurs proches circulaient des rumeurs selon lesquelles l'homme avait des difficultés à percevoir la réalité. On parlait de moments de confusion, de changements d'humeur soudains et d'un désir de dominer la relation. Bien qu'ils ne soient plus liés que par le passé, leur conversation sonnait encore comme s'ils venaient juste de se séparer. C'est ainsi que commença février de l'année 2020. Christina resta avec sa fille dans leur maison, tandis que l'homme déménagea chez ses parents, qui vivaient à 5 kilomètres. Charles semblait ne pas pouvoir accepter la fin de leur relation et continuait à visiter la maison de Christina, surtout le soir, montrant des signes d'agitation. Par compassion, Christina ne le laissait pas entrer dans la maison et ils conversaient jusqu'à ce qu'il se calme. Cette action suscita l'inquiétude des proches et des amis qui craignaient pour son bien-être et celui de sa fille, se souvenant de l'influence négative de Charles dans le passé. Un ami de Christina, le photographe George, partagea que mère et fille, au plus fort de la situation tendue, trouvèrent refuge chez lui pendant quelques jours, car l'homme leur paraissait trop insistant et ne voulait pas accepter la fin de la relation, mais peu savaient qu'après leur séparation, Charles irait jusqu'à la suivre partout. Un jour, il la retint même longtemps dans sa maison, mais étonnamment, cet incident n'eut pas de conséquences pour lui. Revenons à la nuit paisible du 9 février 2021. Christina et T dormaient paisiblement, ignorant les événements qui se dérouleraient le lendemain matin, le 10. Charles se dirigea vers la maison de Christina avec son véhicule, portant une valise. Il semble que Christina l'ait laissé entrer volontairement, car aucune trace d'effraction n'a été trouvée. Peu après, un conflit a éclaté entre eux dans la cuisine, qui s'est malheureusement transformé en une violente dispute. Dans un moment de grande agitation, Charles a agi de manière irréfléchie, ce qui a eu des conséquences tragiques pour Christina. Pendant ce désordre, guidée par la curiosité enfantine, T est descendue pour voir ce qui se passait et a été témoin d'une triste scène dans la cuisine. Elle a vu comment Charles essayait de mettre quelque chose de grand dans la valise, sans y parvenir. Malgré son jeune âge, T a immédiatement reconnu la gravité de la situation. Lorsque Charles a réalisé que ses actions avaient été découvertes, il a agi de manière irréfléchie dans la panique et a tenté de se débarrasser du témoin. Ensuite, il a placé T, qui avait perdu connaissance, dans la salle de bain, espérant éviter d'autres problèmes. Après un certain temps, T a repris conscience et, en raison de son intelligence vive et de son courage, a décidé de ne pas bouger, mais d'écouter attentivement les bruits autour d'elle, qui étaient probablement les bruits du nettoyage. Peu après que T ait entendu la porte se fermer, Charles a quitté leur domicile. Le matin de ce même jour, les voisins ont été réveillés par des bruits forts et des cris, suivis d'un silence inhabituel. Cet événement, bien qu'étrange, n'a pas été signalé aux autorités. Plus tard, lorsque Charles a quitté la maison, une voisine a remarqué qu'il portait quelque chose qui ressemblait à un étui de guitare. En fait, c'était une valise qu'il avait apportée. Et à l'intérieur se trouvait quelque chose de très inquiétant, dont on ne peut pas parler sur YouTube, mais vous pouvez peut-être deviner ce que c'était. Les traces de la valise ont éveillé les soupçons. Charles a mis la valise dans la voiture de sa mère, puis est retourné dans la maison pour ajouter des objets lourds à la valise. Cela devait faciliter son immersion dans la rivière. Ensuite, il s'est rendu au pont sur la rivière au nord, où il a tenté de se débarrasser de la valise. Sa première tentative a échoué par manque de force. Il l'a donc laissée sous le pont, dans l'eau de la rivière. Lorsqu'il est retourné à la maison, Charles n'a pas trouvé T dans la salle de bain, ce qui l'a inquiété. Il craignait d'être découvert et a rapidement quitté les lieux pour retourner chez ses parents.
Ce même matin, un passant nommé Doug Walker, qui promenait son chien, a remarqué des traces suspectes sur le pont. Il a décidé de les signaler à la police. À ce moment crucial, T a rassemblé toutes ses forces et a utilisé le téléphone de sa mère pour appeler à l'aide. Peu de temps après, les secours médicaux et la police sont arrivés sur les lieux. En s'approchant de la maison, ils ont immédiatement remarqué de nombreuses traces autour de la propriété qui, selon leur évaluation, pourraient indiquer un événement récent. Après être entré dans la maison, T a été immédiatement emmené dans un lieu sûr, puis transporté à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. En même temps, les officiers de police ont commencé à interroger le voisinage pour savoir si des incidents inhabituels avaient été observés. Les résidents qui ont répondu ont partagé leurs observations sur des bruits étranges tôt le matin. Après avoir recueilli des informations, les enquêteurs se sont mis à la recherche de la mère de T, espérant la trouver indemne et en apprendre davantage sur ce qui s'était passé. Grâce aux informations fournies par T, ils ont pu rapidement identifier Charles dans la maison de ses parents et le retenir pour l'interroger. Le 10 février, une vaste enquête a été lancée dans la ville, impliquant plusieurs unités de police, y compris des groupes spécialisés et des moyens techniques. Ces efforts ont été présentés dans les médias comme une opération importante pour rechercher Christina disparue. Après plusieurs heures de recherche, vers la fin de l'après-midi, on a réussi à trouver ladite valise. Au cours de l'enquête, l'homme a été arrêté le même jour. Il a immédiatement expliqué qu'il prend normalement des médicaments pour stabiliser son état, mais avait oublié de les prendre la veille. Bien que les médecins n'aient pas pu confirmer ces déclarations, ils ont convenu qu'il pourrait être interrogé. Le jeudi 11 février 2021, la police a informé les médias qu'une personne sans signe de vie avait été trouvée et que sa famille avait déjà été informée. Dans le communiqué, il n'était pas précisé que l'identité de la personne décédée n'avait pas encore été officiellement établie, mais on suppose qu'il pourrait s'agir de Christina Rowe. Ce jour-là, les restrictions ont été levées dans l'une des zones de recherche, tandis que dans d'autres, on continuait à chercher des preuves supplémentaires. L'examen médico-légal a indiqué des blessures importantes qui pointent vers une situation compliquée, y compris des dommages affectant des organes vitaux. Plus tard, Charles Fern, âgé de 24 ans, a été accusé d'avoir causé du tort à Christina Rowe, 28 ans, ainsi que d'actions inappropriées envers une mineure. En ce qui concerne le second cas, l'homme a expliqué qu'il se trouvait dans un état de confusion et n'avait pas perçu la situation telle qu'elle était réellement et s'était arrêté lorsqu'il avait reconnu la réalité. Il a nié toute intention de causer du tort. Le vendredi 12 février 2021, Charles a comparu devant le tribunal où il a montré des remords tout au long du processus. En ce jour mémorable, lorsque le juge et l'accusé se sont retrouvés face à face, ce dernier se tenait avec un calme parfait devant le tribunal, les bras croisés. Il s'est limité à confirmer ses données personnelles et à nier tout lien avec les événements discutés. Le procureur Ralph Robbins a souligné l'importance de l'affaire et a suggéré de la renvoyer à une instance supérieure pour examen. Le défenseur de l'accusé a reconnu la difficulté de la situation de son client, mais a noté que ses options à ce stade étaient limitées. Le juge, après avoir pesé les arguments des deux parties, a décidé que l'accusé resterait en détention jusqu'à l'audience devant une cour supérieure et a souligné les risques que pourrait entraîner une libération temporaire. Une attention particulière a été accordée au témoignage d'une jeune témoin qui a exprimé son inquiétude quant à la pression possible de Charles en cas de sa libération, car il pourrait représenter une menace pour elle en raison de son témoignage contre lui. Au cours de l'enquête en cours, des preuves convaincantes ont été recueillies et des experts ont soigneusement examiné toutes les circonstances de l'incident. Lorsque l'affaire est finalement arrivée devant la haute cour, l'accusé a fait un pas inattendu en refusant d'admettre sa culpabilité pour un crime grave, mais a avoué un délit moins grave en invoquant des circonstances atténuantes, affirmant avoir agi involontairement. En décembre 2021, lors d'une autre procédure judiciaire, il a reconnu sa responsabilité pour une action extrêmement risquée envers T, tout en parlant de son malaise mental à ce moment-là. La défense a présenté des preuves médicales qui devaient étayer ses déclarations, dans l'espoir d'atténuer les accusations. Selon eux, sa décision était spontanée et s'est produite au moment où elle est apparue de façon inattendue dans la cuisine.
Il a été souligné que derrière les actions de l'accusé se trouvaient des difficultés psychologiques, y compris la paranoïa et des troubles de la pensée. Cependant, le procureur a insisté sur le fait que, malgré les problèmes mentaux au moment de l'acte, il reconnaissait l'incorrection de ses actions et son état ne l'exonère pas de la responsabilité de son acte envers Christina. Au cours des audiences, il a été révélé que Charles avait signalé à la police une perte de contrôle. Sa perception de Christina comme une intruse qui avait fait irruption dans la maison était causée par des troubles de la pensée. Selon sa logique, il voulait protéger T. Plus tard, le procureur a souligné le manque de logique de ses arguments, car immédiatement après le conflit avec Christina, il a dirigé son attention vers T, ce qu'il n'aurait pas fait si ses intentions avaient été honorables. Le procureur a posé la question sur l'essence d'une telle aide. On a appris plus tard qu'il était retourné à la maison après l'incident avec Christina, probablement avec l'intention de cacher les conséquences de ses actions. Cependant, quand il a vu que T reprenait conscience, il a changé ses intentions. La défense a affirmé que leur client avait sauvé une vie en préférant la punition pour empêcher que le destin de Christina ne se répète. Le juge, après avoir entendu tous les arguments, s'est adressé à l'accusé et a souligné que ses actions ont conduit T, troublé par les cris, à descendre l'escalier. Il a exprimé des doutes sur l'histoire de la visite à la maison de Christina et a soupçonné que les véritables intentions étaient tout à fait différentes. Le tribunal a considéré l'affaire comme particulièrement grave et a vu dans les actions de Charles un signe de sa dangerosité pour la société. Le 25 mars 2022, Charles Byrne, âgé de 25 ans, a été condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération anticipée après 16 ans pour avoir nui à son ex-compagne, Christina, âgée de 28 ans. De plus, il s'est vu imposer une peine de 13 ans et 6 mois pour des actes contre d'autres personnes, ces peines devant être purgées simultanément. Dans la première phase de son incarcération, Charles sera placé dans un établissement médical spécialisé où il recevra le traitement nécessaire avant d'être transféré dans un établissement pénitentiaire lorsque son état s'améliorera. Pendant le procès, le père de Christina a partagé ses sentiments et a parlé de la façon dont la perte de sa fille a causé à lui et à sa famille une douleur immense et un profond choc émotionnel auquel ils sont toujours confrontés aujourd'hui. La famille a également parlé de leurs expériences avec la perte et la peur de la possibilité que la tragédie se répète, ce qui a nécessité un soutien psychologique et un traitement.